Et vous écoutez France Culture. La dissection n'est qu'une autre façon de dire « je t'aime ». Bruce Bégou. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, entièrement consacré ce soir à la fiction la plus mauvais genre parue ces derniers temps. On ne dormira jamais, une publication alia du philosophe écrivain de fiction Bruce Bégou. Dernier volet d'une tétralogie consacrée aux formes ultra-contemporaines du gothique. On ne dormira jamais, analyse au feu, au vif et sous la lumière crue et clinique d'une écriture au scalpel, la mutation d'un institut médico-légal, dit aussi l'hôtel, en un dancing et scène de happening extrême, lieu dénommé le club. Une méditation fictionnelle sur la nature du corps comme objet de manipulation et de contemplation, et sur l'espace comme figure de jeu et de mort. Alors, bienvenue au club. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui reçoit ce soir Bruce Bégou, bonsoir. Bonsoir. Bruce Bégou qui avait déjà été notre invité dans cette émission il y a, 15 ans. Il y a 15 ans maintenant, et pour un livre qui ne traitait pas des sujets que nous allons évoquer, mais qui était déjà un questionnement sur, l'imaginaire ultra-contemporain. Bruce Bégou, de quoi s'agissait-il? C'était un essai sur Las Vegas, qui s'appelait Zero Police. Donc c'était déjà, au fond, une même interrogation sur les formes contemporaines du divertissement et de l'excès que peut provoquer un lieu, une ville, ou comme dans le dernier opus, une morgue. À Las Vegas, qui était au cœur de notre fantasmagorie mauvais genre. Vous avez été à l'époque confronté à Jean-Baptiste Toré, qui sur Las Vegas, on sait plus que les morts. Oui, je me rappelle bien. Ça avait été assez sportif. En tout cas, ce soir, vous serez en compagnie de Céline Duchesnay, qui est là. Bonsoir François. Et qui, sur les sujets que nous allons évoquer, en sait autant que Jean-Baptiste Toré, qu'on salue d'ailleurs, sur Las Vegas. Bruce Bégou, avec ce qu'on vient d'entendre, il y aurait de quoi faire largement et sans difficulté une émission. Alors on va peut-être, en 1969, vous étiez encore peu au fait des questions philosophiques. Par contre, en 89, là, vous étiez déjà un étudiant, j'imagine, tout à fait investi dans la réflexion philosophique. Alors, cette période-là de 89 plutôt, quel souvenir elle vous laisse c'est pas vraiment une période heureuse parce que j'étais en classe préparatoire, je préparais Normal Sup et tout, donc j'avais pas tellement. Vous l'avez réussi, donc c'était plutôt pas une mauvaise période. Bon, c'était plutôt des années de travail intense et de sorties parcimonieuses. Donc, mais par contre, le début des années 80 me laisse un plus grand souvenir quand j'étais adolescent, où là j'étais pas déjà encore dans un processus comme ça d'élite républicaine, et donc là j'étais plus au fait un peu de toute cette mouvance un peu contre-culturelle avec le punk français, aussi la littérature ou même le cinéma d'O-Sang par exemple. C'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Oui. Alors comment vous lisez aujourd'hui toute cette période dont il est habité comme elle le fut, de violence, de sentiment du déclin, de je m'en foutisme comme réaction au déclinisme? Bruce Bégou. Mais je sais pas si je suis un témoin relativement fiable, parce qu'à l'époque, moi, je vivais dans ma lointaine province. J'étais à l'internat chez les frères des écoles chrétiennes. Effectivement. Donc frères de Saint-Jean-de-Dieu. Donc au fond, mon seul lien avec ce monde-là, c'était la lecture de rock and folk ou d'écouter des émissions à la radio. Mais c'est vrai que déjà j'avais une sorte de goût pour le désastre. Je me rappelle que le texte de Blanchot m'avait fait beaucoup, l'écriture du désastre m'avait fait beaucoup. Le sentiment ontologique de la catastrophe. Oui, j'avais été très impressionné par ce texte fragmentaire, qu'il a dû publier, je pense, c'est milieu des années 80 et même j'étais un adolescent, j'étais un grand lecteur de Sioran, tout ça, donc j'avais quand même toutes les prédispositions à un déclinisme ontologique. Céline Duchesnay. Et est-ce qu'on pouvait imaginer que dans votre pensionnat, qui est un lieu a priori pas dédié à la fête, mais on va voir que les lieux qui ne sont pas dédiés à la fête peuvent devenir justement des lieux de fête, est-ce que vous aviez créé votre propre palace peut-être? Justement, c'était un immense pensionnat, vous voyez, vraiment comme on peut s'imaginer des bâtiments de la Troisième République, labyrinthiques, on avait une chapelle, on avait un gymnase. Et souvent, quand on était pensionnaire, le soir, en fait, c'était difficile de faire le mur parce que les murs étaient très hauts. Par contre, on allait se balader dans la nuit, dans ce pensionnat. Et je me rappelle, on avait un bowling en fait dans le pensionnat, dans le lycée. D'ailleurs, ça partait du primaire jusqu'au lycée. Donc, il y avait plus de 2000 élèves. Et en fait,
Je me rappelle, oui, qu'on avait souvent fait jouer au bowling comme ça, même un soir, on était monté sur les toits, puis on avait balancé les boules comme ça sur les toits et tout. Bon, on s'était fait coller parce que forcément, on savait que c'était nous. Mais c'est vrai, peut-être que ce goût des lieux clos qu'on retrouve dans certaines de mes fictions, peut-être vient de ces années d'internat, parce que c'était un peu une ville dans une ville. Et moi, j'arrivais le dimanche soir, je repartais le vendredi soir. Enfin, c'est et donc je connaissais tous les recoins. Je suis rentré à l'âge de 4 ans. Enfin, j'ai été pensionnaire à partir du collège. Je me suis rentré à l'âge de 4 ans, donc au primaire, et je suis parti avec le bac. Donc j'ai passé 14 ans dans ce lieu, et à la fin, je connaissais tout. Enfin, pas besoin des clés les plus secrètes de ce manoir gothique. un peu, oui. Surtout avec les frères, qui est personnage. Oui, surtout que Saint-Jean-de-Dieu, si mes souvenirs sont bons, était un fou. C'est un homme qui avait offert sa folie en hommage à Dieu. On vous questionnera une autre fois, Bruce Bégou, sur la dimension kantienne dans la pensée de Pacadis. Mais en attendant, cap sur l'hôtel, cap sur le club, cap sur l'univers de Bruce Bégou. Alors avant de participer aux folles nuits du club et s'aventurer dans les recoins labyrinthiques de l'hôtel, qui est l'autre nom donc de cet institut médico-légal, donc qui sont les deux pôles de ce roman extraordinaire que vous publiez chez Alia, Bruce Bégou, et qui est le 4e volet donc d'une tétralogie, donc qu'on va déployer un petit peu comme un rétable catastrophique et ultra contemporain. On va un peu savoir qui vous êtes, pour écrire un livre pareil, on s'imagine que vous avez eu un trajet à la Pacadis. Ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque vous êtes enseignant, vous êtes donc normalien, philosophe, professeur à Bordeaux, et vous êtes issu de l'école, je ne sais pas si c'est une école, enfin au moins de la mouvance phénoménologique, puisque votre corps d'origine, comme on dit pour les fonctionnaires, c'est Husserl. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est bon, disons que le parcours académique universitaire ne me prédisposait pas vraiment à écrire le genre de fiction que j'écris. Mais quand j'étais en fait adolescent et même étudiant, j'écrivais beaucoup de fiction, et mes études un peu poussées ont fait que j'étais obligé de mettre ça de côté pour ce travail-là. Et disons à partir de 35-36 ans, quand j'ai eu un poste à l'université, que j'ai eu un peu plus le temps de revenir un peu sur mon parcours, je me suis mis à réécrire un peu de la fiction, et donc c'est revenu presque naturellement, quoi. Après, parce que les premiers essais, en tout cas ceux pour lesquels notamment vous avez reçu un mauvais genre, concernent les banlieues, les motels, Las Vegas, donc une certaine forme, je dirais, de désolation contemporaine, de tragédie moderne. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre, je dirais, la démarche philosophique des phénoménologues, de Husserl, que vous citez d'ailleurs en ouverture d'un de vos romans, Le Parc, et cette approche et cette sensibilité tournée vers ce type de lieu? Est-ce qu'il y a chez Husserl quelque chose qui l'amènerait à Las Vegas ou à rôder autour des motels la nuit? Pas vraiment. C'était vraiment le professeur de l'académie allemande dans toute sa splendeur, totalement dévoué à son travail, et il a assez peu quitté au fond son pays. Enfin, même s'il était autrichien, il enseignait en Allemagne, mais il a très peu voyagé, totalement dévolu à son travail. J'imagine même, mais le regard des phénoménologues sur le monde, est-ce que justement peut-être que en fait. Bon, il y a des, disons, une méthode phénoménologique qui est la description, par exemple, l'observation détachée avec ce qu'on appelle l'époqué, c'est-à-dire le fait de ne pas juger d'une chose, et ça. Et donc, peut-être que cette approche-là a influencé mon travail d'essayiste sur la ville, et aussi sur le quotidien également. Oui, et aussi sur ces fictions un peu gothiques ou post-gothiques, oui. Mais ça, j'avoue que, en fait, au début, quand j'ai commencé à travailler, il y avait vraiment 3 axes, quoi. Il y avait vraiment le travail philosophique,
philosophique, vraiment très classique, ses essais sur la ville, sur le monde contemporain et la fiction. Et pour moi, c'était vraiment trois fourches. Vous voyez, il n'y avait pas vraiment de lien. Et peut-être qu'au bout du compte, il y a des liens, mais je suis pas, enfin, je les vois pas encore totalement. Il y a des passerelles certainement, mais je pense que c'est trois types de travail assez différents, quoi. Alors la fiction, quelles ont été vos lectures en matière de fiction? Est-ce que déjà vous aviez travaillé du côté des gothiques, les premiers gothiques, Monk Lewis, Anne Radcliffe? Oui, bien sûr. Mais quand j'étais adolescent, j'étais un grand lecteur de Radcliffe, Walpole, Mary Shelley, enfin toute la tradition gothique, même la tradition décadente française, Huysmans, Villédy-d'Adam, Catulle Mendes, tout ça. Enfin, j'étais un grand lecteur de cette tradition-là. Donc après, quand je me suis mis à écrire de la fiction, peut-être que cet univers est revenu de manière naturelle, sauf que j'ai essayé d'adapter en fait cette littérature gothique à un monde hyper contemporain, celui des aéroports, des centres commerciaux, des stations-service, des banlieues un peu mornes et ce que j'appelle un peu post-gothique, c'est-à-dire au fond une réflexion sur le mal, mais qui ne renvoie plus du tout à des figures classiques de monstres, de lieux hantés, de châteaux abandonnés. Mais moi, mon gothique, enfin, je le cherche dans des distributeurs de boissons, dans des téléphones portables, enfin, dans une technologie, un urbanisme très contemporain. Ouais. Céline Duchenet. Je voulais revenir sur ce que vous veniez de dire là sur le fait qu'il y ait trois branches finalement dans votre manière de travailler ou d'écrire. Peut-être le point en commun qu'on pourrait trouver entre la philosophie et la fiction, c'est tout de même ce travail sur le quotidien, ce goût du détail. Vous avez une manière, par exemple, de décrire la cuniculture, c'est ce qu'on va voir dans ce livre, ou même le travail de la mort, la manière dont vous décrivez extrêmement précisément le travail de l'autopsie. Peut-être que là, il pourrait y avoir une passerelle entre les deux, dans ce souci du détail tellement exact. Oui, c'est vrai, surtout que dans mon gros travail sur le quotidien, qui s'appelait La découverte du quotidien, j'essayais de montrer justement que le quotidien était une sorte de combat permanent contre l'inquiétante étrangeté, contre le bizarre, et au fond, le type de littérature fantastique que je développe sert à mettre en valeur ces moments où l'inquiétante étrangeté du familier ou du quotidien réapparaît, comme le fait un peu dans son cinéma Lynch ou Cronenberg, comme ça. Donc bien évidemment, il y a un lien entre mon travail philosophique sur la quotidienneté, le quotidien, l'ordinaire, et puis cette fiction qui, elle, exploite plutôt les fractures, enfin les moments où le quotidien ne fonctionne plus, quoi. Mais bien évidemment, pour arriver à ces moments de basculement, encore faut-il bien connaître ce qu'est le quotidien. Et d'ailleurs, je parlais de Lynch, moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Lynch, c'est moins les moments où l'extraordinaire apparaît que plutôt la description du quotidien. C'est-à-dire de la petite ville américaine, le début de Blue Velvet, etc., la petite famille, ou même dans Twin Peaks, enfin, ce qui se passe plutôt dans le café, etc., les rapports quotidiens entre les gens. Alors que lorsqu'il y a le basculement au fond dans l'horreur ou dans le fantastique, ça m'intéresse moins chez lui. Enfin, mais je trouve qu'il est plus précis et plus juste dans la comédie du quotidien que dans le surgissement comme ça du fantastique. Mais bien évidemment, pour qu'il y ait ce surgissement, encore faut-il d'abord installer un monde quotidien relativement crédible, d'où ce sens de la précision. Quand je parle des lapins nains, bien évidemment, je donne des informations vérifiées sur la manière de les élever, etc. Déjà aussi pour créer chez le lecteur, parce que Barthes appelait un effet de réel, qui au fond lui créer une sorte comme ça de confiance, et puis ensuite quand il est en confiance, alors là je peux balancer ma sauce gore, etc. Donc d'abord je l'amadoue un peu par cette description d'un quotidien relativement crédible, et puis tout d'un coup je fais exploser cet univers.
France Culture, Mauvais genre, François Angelier. Alors avant de s'intéresser plus particulièrement à la cuniculture, au lapin nain, à l'art de la dissection et je dirais aux fêtes que l'on peut donner dans les morgues, on va justement s'intéresser, je dirais, à la structure à l'intérieur de laquelle ce dernier roman, donc je rappelle pour lequel Bruce Begou, vous êtes notre invité, On ne dormira jamais, s'inscrit. C'est une tétralogie, oui. Et alors qui a commencé par un premier texte appelé Sphex. Oui, alors Sphex, oui. Qu'est-ce que c'est Sphex? Sphex, je connais Sfax, c'est une ville, mais Sphex. Non, Sphex, c'est une guêpe qui a une particularité. En fait, elle pique des hannetons, des grillons comme ça. Elle les endort par le poison qu'elle leur injecte. Elle les ramène dans son terrier parce qu'elle vit dans la terre. Et les larves de guêpes, lorsqu'elles naissent, elles ont comme ça une viande fraîche à disposition. Elles dévorent en fait les hannetons, etc. Donc c'est une guêpe un peu particulière. Et j'aimais bien cette idée, et tous mes textes un peu sont cette forme d'empoisonnement du vous venez lecteur. Pondre à l'intérieur de formes prescrites pour développer des larves immondes. Très bien. Un peu ça. Donc j'ai trouvé cette technique géniale chez cette guêpe. Et au départ, ça devait s'appeler Gothic Stuff, quoi, un truc gothique. Et puis finalement, bon, un titre en anglais, c'est un peu compliqué, etc. Et ce terme de sphex, que personne ne connaît. Est-ce que c'est du sexe? Est-ce que c'est une sphère? Enfin, c'est un terme comme ça, mais qui est le nom d'une espèce de guêpe, quoi. Alors le deuxième, c'est donc le parc. Alors le parc, il faut bien lire l'exergue, qui est Edmund Husserl, oui. Le grand retour. Notre démarche est celle de quelqu'un qui ferait un voyage d'études dans une partie inconnue du monde. Il écrit soigneusement ce qui s'offre à lui sur des chemins non encore frayés et qui ne sont pas toujours les plus courts. Alors là, le parc avec un K majuscule, c'est une sorte d'île du docteur Moreau, mais où on ne fusionne pas les formes de la vie, mais au contraire, on a créé une sorte de lieu de divertissement suicidaire. C'est le divertissement extrême. Oui, c'est un parc à thème, mais dont le thème est le parc. Tous les parcs à thème ont pour thème la romantique, les Gaulois, etc. Mais là, le thème du parc, c'est l'emparquement, l'enfermement. Et donc le parc regroupe toutes les formes humaines d'enfermement, ludiques, judiciaires, les prisons, etc., les camps de concentration, d'entreprises, technopoles, et tout ça est mélangé. Et c'est un peu d'ailleurs caractéristique de ma technique, c'est-à-dire que j'aime bien l'hybridation, c'est-à-dire je prends deux choses et je les mets qui ne vont pas ensemble, je les mets ensemble et je vois les effets comme un petit chimiste que cela provoque. Et là donc je prends le parc d'attractions, le camp de concentration, la technopole, le jardin d'enfants, le zoo, toutes les formes closes de la culture humaine, et je mets tout ça dans un même lieu et je crée un parc qui représente toutes ces formes-là. Et donc le livre se présente comme un rapport que fait une personne dont on ne connaît pas le statut, peut-être est-ce un journaliste, peut-être est-ce un émissaire de l'UNESCO, comme ça, qui décrit ce lieu, qui décrit ce qui s'y passe. Phénoménologue, donc. Oui, peut-être un phénoménologue, voilà. Et bien sûr, cette hybridation crée quelque chose de malsain, parce que on ne sait pas si les gens sont véritablement prisonniers, est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils sont payés. Il y a une entreprise où on mélange, par exemple, un reptilarium et donc un open space. Donc les gens travaillent au milieu des serpents, mais bien évidemment parfois ils se font piquer, ils meurent, etc. Donc tout est comme ça un peu étrange. Et d'ailleurs à la fin le narrateur ne sait pas vraiment si le lieu existe vraiment ou si c'est lui qui délire. Alors le parc que vous écrivez avec un K, donc comme Concentration Lager ou comme Capot, enfin je veux dire c'est le cas. Kafka. Ou Kafka qui est un cas qui marque un peu l'époque. Oui. Donc ça c'est le deuxième volet. Oui. Le troisième, alors là le titre est très spectaculaire, l'accumulation primitive de la noirceur, et l'exergue nous permet de revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure sur les machines et leur fonctionnement. Et Martin Heidegger, donc on reste toujours chez les phénoménologues allemands, tout fonctionne, voilà qui est précisément inquiétant, que cela fonctionne et que le fonctionnement pousse sans cesse plus loin vers plus de fonctionnement encore. Alors là on est au cœur de l'inquiétante étrangeté contemporaine, oui. La dimension, la machine qui marche, quoi. Oui, l'hyperrationalisme, une société fondée sur le calcul, sur le fonctionnement, sur l'efficacité, la performance. Bien évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est quand ça déraille, quoi. Et là, dans l'accumulation, ça reprend un peu les mêmes personnages que Sphex, c'est des personnages
qui sont livrés à ce fonctionnement et qui résistent soit par leur folie, soit qui font exploser ce fonctionnement. Donc ce sont tous des monomaniaques, des obsessionnels. Alors, quel personnage y a-t-il donc dans ce recueil? Par exemple, il y a un personnage qui vit dans un collège pailleron abandonné et qui collectionne la musique de Schulz, vous voyez, le musicien électronique allemand. Et qui Klaus Schulz, Klaus Schulz, et qui organise comme ça des fêtes clandestines. Popol Vuh, pardon. Popol Vuh. Et donc il y a un personnage par exemple qui collectionne tout en double. Il a tout en double chez lui. Donc j'en ai connu un comme ça, je vous le présenterai. Et donc voilà, c'est à chaque fois des personnages. Il y en a un qui est chargé par la télévision française de recenser tous les crimes contre les femmes. D'ailleurs, c'était une idée de l'ancienne ministre de la Culture, Philippe Etty, où elle voulait. Donc moi j'ai entendu ça à la radio, je me dis tiens, mais que se passerait-il si vraiment quelqu'un travaillait comme ça au ministère à recenser tous les viols, toutes les agressions, tous les meurtres de femmes à la radio et donc voilà, c'est que des personnages comme ça qui sont pris encore une fois dans des labyrinthes qui les rendent d'une certaine manière un peu fous, quoi, un peu décalés. Obsessionnels. Oui, obsessionnels. Oui. Mais alors ces personnages, pour vous, incarnent une forme de résistance, c'est-à-dire tous ces gens qui font que ça ne fonctionne pas, ou que ça ne fonctionne plus, ou moins bien, pour vous, c'est ça, c'est la... soit ils sont... C'est le grain de sable dans le rouage. Soit ils sont broyés, donc ils s'adaptent au conformisme, et donc ils ont une forme de folie qu'on pourrait appeler la normopathie, c'est-à-dire ils ont la folie de la normalité, soit leur folie est une forme d'inadaptation à ce modèle du fonctionnement, et d'une certaine manière, enfin comme l'exergue du parc le dit, la folie dans ce monde hyper fonctionnaliste est l'unique voie de délivrance. Leur seule manière d'être libre, c'est d'être fou. Donc oui, j'aime bien ces personnages un peu toqués, quoi, enfin qui vont jusqu'au bout d'une obsession. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu comme cela. Enfin, j'ai toujours les mêmes obsessions que je creuse de livre en livre, etc. Et mes personnages sont dans des répétitions comme ça que j'espère que cette répétition n'est pas morbide, mais qui au fond creuse leur sillon dans un monde qui est effectivement parfois désolant. Alors après Sphex et son abeille tueuse, après Parc et son parc sur tous les parcs à thème possible, après le convent, le colloque, le rassemblement de tous les personnages qui font que ça ne fonctionne plus ou que ça ne fonctionne beaucoup moins bien, eh bien on va s'intéresser à votre dernier roman, Bruce Bégou, donc la clôture de cette tétralogie néo-gothique, roman tout à fait extraordinaire, On ne dormira jamais. Helm, choix de Laurent Polleret pour notre playlist néo-gothique de ce soir. Alors, on ne dormira jamais. Céline Duchesne, c'est pas une proposition que je vous fais, quoique c'est le titre de ce roman et vous avez isolé l'origine du titre. Eh bien oui, parce que c'est un extrait en fait du manifeste du surréalisme d'André Breton, donc de 1924, et je vous lis en fait le petit extrait. Tout est prêt, les pires conditions matérielles sont excellentes, les bois sont blancs ou noirs, on ne dormira jamais. Alors pourquoi on ne dormira jamais? Pourquoi Breton?
Pour l'aspect noir du surréalisme, moi j'ai beaucoup aimé le surréalisme noir, enfin cette tradition, jusqu'à Mandiargue, des gens comme ça. Et il y a dans le surréalisme ce goût du macabre, ce goût de la farce et du grotesque que l'on retrouve dans mon livre. En plus, je trouve la phrase magnifique, quoi. Enfin, comme c'est un univers labyrinthique, un peu de folie, c'est vrai que l'idée qu'on ne trouvera jamais le repos, qu'on sera toujours pris dans ses obsessions, dans cette folie, je trouvais ça. Bien évidemment, j'aurais pu appeler le livre Danse macabre, etc., parce que c'est un peu le sens de ce qui s'y passe. Hein. Puis c'est un des titres de vos chapitres, d'ailleurs. Oui. Et puis bon, le titre pour un livre était peut-être, je crois d'ailleurs qu'il y avait un Stephen King qui s'appelait déjà Danse macabre. Et donc bon, c'était peut-être un titre un peu plus classique. Et là, ça décalait. En fait, avec le titre, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le livre. Le parc, on sait que ça parle d'un parc. Ça. Le parc, c'est assez clair. Et puis les accumulations de la noirceur, on s'en fait une idée. Oui. Surtout que là, effectivement, on ne dormira jamais. On ne peut pas subodorer l'odeur de formol et de champagne renversé, voire d'autres choses qui planent sur le livre. Mais de même la peinture qui sert de, pour nous en dire un peu plus, c'est une main qui tient un cigare et une autre chose à fumer avec un chapelet. Quelle est cette... C'est une peinture de Philippe Guston, qui est un peintre américain, qui est assez connu parce que c'est le premier à être passé de l'abstraction à la figuration. Enfin, il est revenu à la figuration à la fin des années 60, alors qu'au départ, il appartenait à l'abstraction un peu lyrique américaine, comme Pollock et d'autres. Et il a beaucoup, les dernières années de sa vie, donc il est resté une peinture figurative, et il y a beaucoup de tableaux assez étranges, notamment celui-ci, parce que c'est un univers nocturne, on voit quelqu'un qui tient une cigarette comme ça, donc ça renvoie peut-être à une image de ce que ferait un insomniaque ou... Même si aucun des personnages de mon livre ne fume, mais avec l'éditeur, on a choisi cette image pour donner au fond cette ambiance un peu nocturne et étrange. Sur fond noir. Oui. Alors, ce roman, puisque c'est un véritable roman, je veux dire, Bruce Begou, c'est une véritable fiction qui a un début, une fin, des personnages, une intrigue, des péripéties, des dialogues. C'est un roman, mais ça n'est pas n'importe quel roman, ce qui fait que vous êtes avec nous ce soir. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a d'abord un narrateur dont on ne saura pas le nom, personnage anonyme, qui est directeur d'un institut médico-légal dans une ville où là aussi incertaine, on ne sait pas très bien. Et ce directeur se voit un jour proposé par un monsieur qui est un parcours assez chaotique, a travaillé avec une maquerelle africaine, qui est producteur de films pornographiques, proposé un soir, ou un petit matin, je ne sais plus, j'allais dire, pas de transformer, mais de jumeler un dancing, un club, vraiment, une boîte de nuit avec l'Institut médico-légal. C'est-à-dire que les ressources de l'un tirent parti de l'autre et inversement. Et tout le roman, donc, raconte cette histoire, ça va de l'installation jusqu'à la fin de l'aventure. Donc, on a un récit extrêmement détaillé, et comme votre style est un style précis, là, le mot de scalpel n'est pas, et le mot de clinique n'est pas, comment dirais-je, déplacé. On a un récit très précis de tout ce qui va se passer, et à cela va se mêler Céline Duchesnay, un élevage virtuose de lapins nains qui sont la vraie passion momentanée mais intense du héros et du principal narrateur, donc directeur de la morgue, et puis une épidémie nommée le mal jaune qui dévaste la ville et qui donc amène à l'Institut médico-légal une quantité quasi ingérable de morts. Donc il y a quand même une série d'éléments tout à fait disparates et hybrides, mais que vous avez réussi à intégrer, à maçonner remarquablement. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que le club, car c'est le nom de cette boîte de nuit, tout comme d'ailleurs l'élevage de lapins, sont clandestins. Oui. Rien ne doit transparaître à l'extérieur. Donc c'est aussi la manière dont un club peut être à l'intérieur d'une morgue et la manière dont un élevage de lapins complètement incroyable, et comme on le sait, les lapins se reproduisent beaucoup et rapidement, va aussi prendre place dans cet endroit labyrinthique, à moitié souterrain, sans que le reste de la ville ne soit apparemment au courant. Oui. C'est en fait un lieu, donc cette morgue, cet institut médico-légal qui est très vaste, à un moment donné, le narrateur dit qu'il y a même il s'étend sous terre, personne n'a jamais véritablement visité toutes les pièces qui le composent. Lui-même s'y installe. Et donc cette morgue abrite en même temps donc un institut médico-légal, un club et un élevage de lapins. Et c'est l'histoire de ces trois fonctions dans un même lieu et comment elles coexistent et comment peu à peu elles vont empiéter
l'une sur l'autre, toujours ce travail d'hybridation, de créer des monstres, en fait, en prenant deux choses qui n'ont rien à voir entre elles. Le docteur Moreau de la littérature. Oui, ou comme, la fameuse phrase, la rencontre, sur une table de dissection, d'un parapluie. Une machine à coudre. Voilà, donc, c'est un peu le principe, encore une fois, surréaliste ou pré-surréaliste, parce que je crois que c'est Lautréamont qui avait dit cela. Et donc là, et en même temps, au départ, les trois lieux les trois fonctions sont relativement bien séparées, puisque le club fonctionne, la morgue fonctionne, l'élevage, mais cette épidémie, ce mal jaune, va commencer un peu à détériorer dans la deuxième partie du roman les rapports entre les trois fonctions, jusqu'à la troisième partie où là, il y aura une sorte de chaos total. Mais ce qui est intéressant, c'est que au départ, donc c'est ce personnage de Valère qui vient faire cette proposition au directeur de la morgue de créer, de faire la fête parmi les cadavres. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Valère, dans sa manière à chaque fois de raisonner, c'est toujours quelque chose, une idée qui paraît louable. L'idée de départ, c'est il faut rendre hommage aux morts. Pourquoi est-ce que maintenant, dans notre société contemporaine, la mort est tellement éloignée finalement des vivants? Donc l'idée de départ paraît raisonnable, louable. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment intégrer ces clubbeurs dans les salles de Vivi, comment est-ce qu'on dit, pardon, de dissection, dans ces salles de dissection, qu'il va organiser des face-à-face entre un vivant et un mort, qu'il va finir par louer des morts pour que des gens puissent recevoir un mort chez eux. Donc on part d'une idée tout à fait normale et ça dégénère complètement. Oui, ben justement parce que je voulais que le personnage part d'un constat relativement juste, c'est-à-dire que nous avons honte des morts, nous avons honte de la mort, nous la fuyons, nous la cachons, nous refusons d'en faire l'expérience. Et tous les sociologues se sont intéressés à la mort en Occident, notamment Philippe Ariès, ont montré cette hygiénisation de la mort. De nos jours, pratiquement, le travail, entre quand une personne meurt et quand elle commence, le moment où elle est incinérée ou enterrée, c'est plus que 3-4 jours. Donc en 3-4 jours, l'affaire est expédiée, je m'exprimer ainsi. Et donc lui, ce personnage, veut réintroduire la mort au cœur de la vie, parmi les vivants, sauf qu'il le fait par un biais tout à fait scandaleux, qui est l'industrie du divertissement. C'est-à-dire que là où il part au fond d'un jugement relativement sain, et puis bien évidemment on va vers l'obscène ou vers l'insane, quoi. Et ça m'intéresse parce que justement je refuse d'être toujours du bon côté des choses, et je veux jamais me placer du bon côté des choses. Et tous mes personnages sont moralement ambigus, même le directeur de l'institut est moralement ambigu, et au fond parfois ils ont une attitude noble, et puis ensuite ils vont faire quelque chose de relativement ignoble. Et Valère, c'est un personnage très ambigu parce qu'il est très séduisant. Un personnage haut en couleur, comme ça, extrêmement riche, qui travaille effectivement dans l'industrie du divertissement, mais plutôt extrême. On suppose qu'il doit être un peu dans le darknet, etc. Que c'est un personnage un peu trouble. Mais en même temps, quand il parle des morts, il dit des choses assez justes, et par rapport à la tradition occidentale, il fait référence à l'histoire de l'Église, et montrer que l'Église... D'ailleurs, il y a Grégoire de Nice qui est mobilisé pour, en ouverture du livre. Oui, le père de l'Église, faut le dire, et donc il y a quelques lignes sur le spectacle du cadavre. Oui, le christianisme a fait du cadavre un spectacle édifiant, et donc lui, il reprend cette idée, disons, du baroque chrétien pour l'adapter au monde contemporain. C'est alors que je la sentis. Elle avait toujours été là, présente autour de moi, tapie dans l'atmosphère, mais ce n'était que maintenant que je prenais conscience d'elle. Cela faisait plus de 20 ans que je ne l'avais pas connue si forte. C'est lors de ma première visite à l'Institut. Je me rappelle que le premier soir, elle était restée amalgamée à mes vêtements, à ma peau. Elle imprégnait même mes cheveux comme un gel. J'ai failli renoncer. Ne pas revenir le lendemain, changer d'orientation. C'était tellement infect, une odeur forte et mauvaise à vous donner la nausée pendant des jours et des jours. Et puis, comme de tout, je m'en étais accoutumé. J'avais réussi peu à peu à l'ignorer. Après tout, elle n'était qu'humaine, ce que je n'étais pas tout à fait. Nous étions donc différents, mais ce que je n'avais plus ressenti depuis le temps de ma spécialisation refluait à présent de manière franche. Comme si les odeurs accumulées patiemment pendant toutes ces années passées à manipuler des cadavres s'étaient pour ainsi dire combinées en une seule, immense et répugnante, qui, au terme de ma vie, venait m'assaillir. Son poids écrasait ma poitrine et rendait ma respiration difficile. Aucun courant d'air ne pouvait dissiper cette puanteur, tenace et lourde, que le bâtiment exhalait.
Elle semblait sortir de toutes les ouvertures, interstices, joints. Elle éclatait de rire. Les mots manquent sans doute pour la décrire. Un cocktail âcre, d'artichauts pourris au fond d'un casier, de steaks avariés, une combinaison moléculaire de tout ce qui soulève le cœur et incarne l'abjection. Quelque chose qui s'accroche à nous, ne nous lâche pas, mais pas comme un refrain, une chanson entendue à la radio, comme la culpabilité indélébile d'un crime. Telle est l'odeur des morts. Voilà, l'odeur des morts, Bruce Bégou, qui en dit long sur notre nature, sur notre statut de créature humaine. Oui. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, et donc je me suis beaucoup documenté, fait quelques visites aussi, et la mort est très présente dans les représentations cinématographiques, dans les séries par exemple. Il y a même des séries comme Six Feet Under qui ont été consacrées à une famille. À la question. Oui. Mais bien évidemment, ce que le cinéma ou la photographie ne peut pas rendre, c'est l'odeur. Or, tous les gens vous le diront, ce qui est le plus difficile à supporter, ce n'est pas la vue, ce n'est pas le toucher même, la froideur, etc., la raideur cadavérique. Le plus difficile à supporter, c'est l'odeur. Et donc moi, mon défi, ça a été au fond d'essayer de transmettre au lecteur au fond cette odeur des morts, surtout dans la dernière partie chaotique où elle ressurgit finalement. Voilà, elle a été un peu comme ça réprimée, et puis elle revient à la fin comme si elle remontait du sol pour totalement investir et envahir la mort, quoi. Alors là, on a effectivement donc cette présence de la mort sous forme d'une odeur, sous forme d'un spectacle, sous forme tactile aussi, puisque il y a tout le côté poisseux, gluant, la froideur, tout cela. Il y a ce qui s'articule à la mort, c'est-à-dire les objets de la dissection, les fameux casiers à roulettes où l'on loge les cadavres. Il y a tout ça. Enfin, il y a à la fois la mort et le traitement de la mort. Et à l'intérieur de tout ça, eh bien donc Valère, qui est un nom de valet de comédie, ce personnage un peu 18e siècle, un peu sadien, va introduire le festoiement. Mais un festoiement qui n'est pas, comme vous le dites, l'occasion d'un memento mori. On est bien peu de choses, rions. Mais au contraire, de faire danser les morts. Il faut que les morts fassent la farandole avec les vivants. Il y a une volonté de faire rentrer la mort dans le concert général. Oui, c'est l'idée un peu médiévale de la peste et de l'orgie. C'est-à-dire, plus la peste est là, plus nous devons jouir, danser et nous amuser. Et de fait, il me semble que notre époque est quand même marquée par une certaine noirceur, par un sens du désastre écologique, politique, géopolitique, etc. Et je sens en même temps, face à cette ambiance un peu désastreuse aussi, une immense envie de jouir, etc. Et de jouir du désastre, comme vous le signaliez dans le titre d'un chapitre du catalogue de l'exposition. Donc Valère fait ce pari comme ça, que plus la mort est là, plus nous devons nous amuser. Et le mal jeune, d'ailleurs, quand le mal jeune apparaît, il renforce l'envie. Le club se développe vraiment quand l'épidémie est là, alors que quand l'épidémie va commencer à décliner, le club lui-même va un peu décliner, parce qu'il y a une sorte de corrélation que l'on voit d'ailleurs dans tous les travaux d'historiens qui sont intéressés à des périodes très sombres. Par exemple, c'est ce que rapporte Thucydide lors de la peste à Athènes, ce que rapporte Boccaccio dans le Décaméron, etc., la peste, etc. Bon, plus la peste est là, enfin le mal au fond terrible, ce virus qu'on n'arrive pas à guérir, à combattre, plus les gens réagissent soit par la pénitence, soit par la jouissance. Et Valère, lui, fait plutôt le choix de la jouissance que de la pénitence. C'est pour ça qu'il dit que le club n'est pas un memento mori. Il n'est pas là pour dire, voilà, la mort est là, tu dois réprimer tes désirs. Au contraire, il dit, tu dois totalement les accomplir de manière un peu, sadienne, oui. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le chapitre où le mâle jaune apparaît, donc cette épidémie s'appelle la danse macabre. On sait bien que la danse macabre, que ce soit les fresques, que ce soit même la littérature, apparaît dans ces 14e, 16e, ces grandes périodes d'épidémie de
guerre et de famine aussi. Oui, bien évidemment. Oui, j'ai beaucoup regardé beaucoup de travaux d'historiens justement sur l'esthétique macabre. Et il y a cette période-là, puis il y a le baroque aussi. Au fond, quand l'Église répond à la réforme protestante, elle y répond aussi par un goût exagéré de la mort. Je me suis pas mal promené en Sicile, au Portugal, etc. C'est fou le nombre d'ossuaires, d'empilements de crânes qu'il y a dans les églises. À côté de putti, ouais. Alors, mes putti, c'est les lapins nains, quoi. Il y a déjà le mignon dans l'esthétique baroque, hein. C'est ces petits angelots et en même temps les crânes, etc. Et l'église a joué à la fois sur le mignon et sur le macabre, hein. Et comme le dit Valère, l'église a fait de la croix, a fait de la mort, au fond, le signe de ralliement de cette religiosité. Et vous dites d'ailleurs de Valère que c'est une vraie nature baroque. Oui. Poudrés de riz comme des marquis, portant parfois des masques, les clients du club ne recherchaient pas la distraction, pas même le délassement. Pour cela, ils jouissaient de leur confort habituel. Ils aspiraient tout simplement au délire. Ils étaient persuadés que les kermesses que leur concoctait Valère constituaient l'antichambre d'un dérèglement sacré. Ils désiraient le trouble, le désordre, ils désiraient entendre feuler la bête, siffler la langue du cobra. Ils désiraient se pencher au-dessus du vide et sentir leurs talons glisser légèrement, leurs jambes se mettre à trembler, leur équilibre vaciller. Ils désiraient la joie étourdissante et l'écœurement, la souffrance et la honte, la mutilation de la raison. Ils ne voulaient que frémir, jusqu'à se perdre totalement dans des montées subites d'adrénaline, jusqu'à oublier, tout oublier. À les entendre, le salut passait uniquement par l'exception, la démence et le chaos, et nantis de cette croyance, ils prônaient l'insubordination de la normalité. Voilà un extrait de On ne dormira jamais de Bruce Bégou, notre invité de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors là, effectivement, on est dans la grande dramaturgie baroque, la remise en scène de la mort, des cadavres au cœur même de la société, mais vous l'avez signalé, vient se mêler à tout cela une portée quasiment infinie de lapin nain, puisque le narrateur, directeur de l'Institut médico-légal, se prend de passion pour la cuniculture. Alors, comment là aussi est-elle venue intervenir à l'intérieur de tout cela, puisque on peut imaginer qu'un grand amateur de festoiement baroque et morbide aurait pu choisir, je sais pas, d'autres animaux, les loups, les chiens, les aigles, mais c'est le lapin nain. Oui. Contraste, goût du contraste, Bruce Bégou. Oui, et puis c'était aussi pour à la fois compenser, disons, cette poésie macabre du club et de l'Institut médico-légal, mais aussi pour à chaque fois, mes fictions essaient quand même de prendre des éléments du monde contemporain et de les exagérer. Par provocation, font de prendre un élément et de le pousser à bout pour voir ce qu'il donne. Or, il y a un des éléments, quand même, me semble-t-il, pas clé, mais en tout cas important de l'époque contemporaine, c'est le goût du mignon. Il faut savoir que sur YouTube, des vidéos de chats, de chiens, de lapins nains, etc., font des millions de vues. Et j'étais très frappé par cette manière, au fond, où les individus, peut-être pour réprimer cette atmosphère de désastre dont je parlais, les vidéos de Daesh, etc., les attentats, les meurtres, les bombes, enfin, ce climat quand même relativement noir, hein, se réfugier dans le mignon. Hein. Et mon personnage, d'une certaine manière, lui aussi se réfugie dans le mignon. Hein, et va se prendre de passion pour des lapins nains, pas des gros lapins, mais des tout petits lapins d'1 kilo. Micro-lapins. Voilà, tout mignon, tout touffu. Et au départ, il en a un, puis deux, puis en fait, ils font des petits, puis il fait un élevage. Et à la fin, ils prolifèrent totalement dans la morgue. Ils deviennent même presque les maîtres du lieu. Et donc, j'ai essayé de décrire très patiemment, d'abord la professionnalisation, comment il devient un éleveur. Puis ces lapins vont devenir des vedettes hein, sur le net. Les gens vont s'arracher les images, les entreprises vont choisir de mettre en avant leur nom, de s'associer à eux. Et pour montrer aussi cet aspect de l'époque qui est un peu dans le mièvre, enfin ce goût du mièvre. Et là encore une fois, toujours ce souci d'hybridation, le macabre et le mièvre. J'ai essayé de les mettre ensemble pour voir au fond
qu'est-ce qui était le plus obscène? Est-ce vraiment la mort ou n'est-ce pas, disons, le mignard? Voilà, ce mignard, ce mièvre, ce cucu, quoi. Céline Duchenet. Donc, il y a notamment 2 personnages lapins principaux. Oui. Un qui s'appelle Kawaii. Kawaii, oui. Peut-être que vous pouvez nous rappeler la signification de ce terme japonais. Ça veut dire mignon en japonais, oui. Et le deuxième, lolicon. Lolicon, oui, c'est toute l'imagerie de la Lolita dans les accoutrements des jeunes japonaises. Et ce sont donc 2 petits lapins à qui, par exemple, les assistantes peuvent offrir 2 cache-anus, par exemple. Alors, il y en a un qui a un cache-anus en diamant et l'autre en fleurs. Donc là, on s'approche aussi du mauvais goût. Oui, mais ça existe. Enfin, en fait, pratiquement tout ce cache-anus pour chat, dites-vous d'ailleurs. Oui, pour chat, parce qu'il n'existe pas encore pour lapin nain. Donc, mais lui, il les adapte pour les lapins nains. Mais à chaque fois, je prends des éléments qui sont dans le monde réel. Et quand je parlais d'exagération, parfois, je n'ai même pas besoin d'exagérer. Mais j'ai même pas besoin d'exagérer. J'ai regardé comment les entreprises qui vendaient ces cache-anus les décrivaient, le type de vocabulaire qu'ils utilisaient pour la publicité. Puis j'ai réemployé ça à ma sauce. Et donc, à chaque fois, voilà, c'est pour cacher l'anus, parce que l'anus, voilà, ce n'est pas joli, etc. Donc, pour qu'il soit mignon, on ne doit pas voir son derrière. À un moment donné, alors, ce qui existe là aussi, au Japon, il y a des gens qui sont fous des images, des photos, des culs des hamsters. Donc, il y a des sites dédiés à ces culs de hamsters. Donc, là aussi, j'ai réutilisé des éléments. Donc, vous voyez, parfois, j'ai même pas à inventer. Enfin, le réel invente pour moi. Moi, je dois sélectionner et combiner ou recombiner. Parfois, j'exagère un petit peu, mais bon, souvent, le réel est peut-être presque plus provocateur que je ne le suis. En bon disciple de Searle, vous vous contentez d'avoir le regard suspendu et de dire. D'une certaine manière, oui. Ce qui est aussi notable avec cette histoire de lapin, c'est que le personnage qui s'intéresse à ces lapins, donc ce fameux directeur qui a priori un sang-froid, quelqu'un qui n'éprouve pas d'émotion, qui est capable d'ouvrir un cadavre sans ressentir le moindre sentiment, et il s'amollit complètement, il devient un cœur tendre finalement grâce à ces lapins, et c'est d'ailleurs ce qui risque de le perdre. Oui, à la fin, ça sera une des raisons de sa dépression finale, même s'il y a une sorte de résurrection aussi ultime. Mais c'est vrai qu'au fond, tous ces affects, il les met dans les lapins. Il a quand même une forme d'attirance un peu homosexuelle pour Valère. Il parle de la séduction que ce personnage exerce sur lui, mais il n'ose pas véritablement reconnaître cette forme de séduction, et il est à la fois dans une relation de concurrence. D'ailleurs, son élevage de lapins concurrence le club. Le club, c'est Valère qui le crée, lui a son élevage. Chacun au fond a sa folie. Mais c'est vrai que tout son investissement affectif, on ne lui connaît pas de vie sexuelle, etc. Et tout son investissement affectif, il le met dans ces charmantes petites créatures craquante, comme il dit, et il va jusqu'à une forme de folie, parce qu'à la fin, lorsque ces lapins deviennent des vedettes, il s'investit totalement au fond, il devient une sorte d'impresario de ces lapins. Alors, comment dire, cet univers que vous avez créé, il semble un peu en apesanteur quand même. C'est-à-dire qu'il semble, effectivement, on ne se doute de rien. Il y a des inspecteurs qui viennent, on ne se doute de rien, on ne se doute pas qu'un club, qu'un dancing la nuit prend possession des salles de dissection, qu'il y a des lapins qui sont élevés dans un tel ou tel recoin, plus que recoin d'ailleurs de l'endroit. Mais néanmoins, à la fin, le réel revient. Il y a une espèce de grande... Et avant de parler de ça, je voulais aussi vous parler quelque chose qui est assez bizarre. Les personnages ont des recoins d'ombre, notamment au moment Valère se fait gifler dans un café, on ne sait pas très bien pourquoi. Oui, mais alors souvent, comme ça dans mes fictions, j'introduis des éléments qui doivent au fond attirer l'attention du lecteur sans qu'ils soient véritablement exploités par la suite. C'est comme des fausses pistes, on ne sait pas trop. C'est au lecteur de se dire, mais est-ce que ça a vraiment un lien avec ce qui précède, avec ce qui va apparaître ensuite? On ne sait jamais trop. J'aime bien jouer sur, au fond, donner comme ça faire des insinuations qui resteront peut-être au fond sans issue. Et là, en fait, le roman est aussi constitué sur la mutation, parce que le roman interroge au fond les rapports entre les vivants, les morts, les animaux, les hommes, l'homme et la femme, et tout mute. Le lieu est en mutation, les personnages sont en mutation. D'ailleurs, à la fin, il y a 2 mutations spectaculaires, celle de Valère et celle du narrateur. Et là, c'est pareil, on peut supposer
comme le personnage, le narrateur, a une attirance homosexuelle pour Valère, en fait, il rencontre par hasard Valère dans un restaurant, et Valère se fait gifler par un homme, etc. Et peut-être qu'il comprend que Valère est homosexuel, qu'il y a une querelle d'amoureux, et c'est peut-être lui qui le gifle, etc. Donc, à la fois, c'est des allusions, et en même temps, elles ne sont pas totalement exploitées. Souvent, c'est au lecteur d'utiliser tous ces éléments et peut-être de créer un autre roman dans le roman. Moi, je ne suis pas là pour faire tout le travail. Je donne comme ça des éléments. On ne saurait trop d'ailleurs appeler les amateurs de mauvais genre à finir le travail. Commencé donc dans On ne dormira jamais de Bruce Bégou. L'émission a vers sa fin. Merci Bruce Bégou. Merci à vous. D'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour On ne dormira jamais, que je conseille chaleureusement, hautement. Donc paru aux éditions Alia, 4e volet d'une tétralogie qui contient également Sphex aux éditions L'Arbre Vengeur, Le Parc et l'accumulation primitive de la noirceur, toutes aux éditions Alia.